Mon mari m'a offert un café avec le sourire le plus chaleureux que je lui avais vu depuis des mois. J'ai accepté avec reconnaissance, sans rien soupçonner. C'est alors que notre employée de maison, Marie, m'a bousculé et a renversé un peu de café par terre. Pendant qu'elle se penchait pour nettoyer, elle m'a chuchoté très bas. « Ne buvez pas ça, Madame Gabrielle. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. » Mon sang s'est glacé. J'ai alors secrètement échangé ma tasse avec celle de mon mari. 5 minutes plus tard, quelque chose de terrifiant s'est produit. Je m'appelle Gabrielle Marchand, et à mes 42 ans, je croyais connaître mon mari mieux que quiconque au monde. 12 ans de mariage, une belle fille de 8 ans prénommée Sophie, une maison confortable à Neuilly-sur-Seine. Tout semblait parfait, trop parfait, comme je l'ai découvert ce samedi matin qui allait tout changer. Alexandre avait toujours été attentionné, mais ces derniers mois, il était différent, plus affectueux, plus présent, insistant pour me préparer le café chaque matin. Je trouvais cela romantique, un signe que notre mariage était plus fort que jamais. Comme je me trompais. Ce matin-là, Sophie était chez ma mère à Fontainebleau pour le week-end. Alexandre a suggéré un petit déjeuner spécial, juste nous deux. Il a tout préparé avec soin. Des viennoiseries fraîches, des fruits coupés, des jus naturels et bien sûr, mon café préféré, ce café corsé d'Éthiopie que j'aimais tant. Marie travaillait avec nous depuis à peine 6 mois. C'était une femme discrète dans la cinquantaine, toujours efficace et silencieuse. Alexandre l'avait engagée après le départ à la retraite de notre ancienne employée. Pour être honnête, je ne lui avais jamais prêté beaucoup attention. Mais ce matin-là, tandis qu'Alexandre me servait le café avec ce sourire parfait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans les yeux de Marie. Elle se tenait près de la porte de la cuisine, observant la scène avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la peur, de l'urgence, je n'étais pas sûre. « Merci, mon amour », ai-je dit à Alexandre en prenant la tasse de porcelaine de Limoges. L'arôme du café était inimitable, exactement comme je l'aimais. J'ai porté la tasse à mes lèvres, prête à prendre la première gorgée. C'est là que Marie s'est déplacée, trop vite pour quelqu'un qui était normalement si prudente. Elle a traversé le salon en portant un plateau avec des couverts propres et m'a heurté avec assez de force pour renverser toute la tasse. Le café chaud s'est répandu sur mon peignoir et par terre. « Mon Dieu !» ai-je crié, plus par surprise que par douleur. « Marie, que s'est-il passé ?» Elle s'est agenouillée immédiatement avec des serviettes dans les mains, nettoyant frénétiquement le sol en marbre. Mais quand elle m'a regardée, ses yeux étaient remplis d'une intensité qui m'a effrayée. Elle s'est approchée en faisant semblant de sécher mon peignoir et a chuchoté si bas que j'ai à peine entendu. « Ne buvez pas ce café, Madame Gabrielle. Faites-moi juste confiance. » Mon cœur s'est accéléré. Le ton d'urgence dans sa voix ne laissait aucun doute qu'elle ne plaisantait pas. Alexandre était debout, avec une expression d'irritation sur le visage. « Marie, bon sang !» a-t-il dit, la voix plus forte que nécessaire. Cette tasse appartenait à la grand-mère de Gabrielle. « Tu sais combien elle y tient ?»« Pardonnez-moi, monsieur Alexandre », a répondu Marie en gardant la tête baissée. C'était un accident. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. L'avertissement de Marie résonnait dans ma tête. Pourquoi dirait-elle cela? Qu'y avait-il dans le café? Alexandre versait déjà une autre tasse de la cafetière française sur la table. Ses mouvements étaient soigneux, presque méticuleux. « Voilà, mon amour, » a-t-il dit en me tendant la tasse. « Fais attention de ne pas la renverser encore. » J'ai pris la tasse avec des mains tremblantes. Marie était encore par terre, ramassant les morceaux de porcelaine brisés, mais ses yeux ont croisé les miens pendant une brève seconde. Il y avait une supplication dans ce regard, une demande silencieuse pour que je la croie. « Tu sais quoi ?» ai-je dit en forçant un sourire. « J'ai tellement faim que je vais d'abord manger quelque chose. Tu veux partager une baguette avec de la confiture ?» Alexandre a hésité une fraction de seconde avant de sourire. « Bien sûr, ma chérie, laisse-moi te l'apporter. » Il s'est levé et est allé jusqu'au comptoir de la cuisine. C'était tout ce dont j'avais besoin. D'un mouvement rapide, j'ai pris sa tasse qui était à côté de mon assiette et je l'ai échangée avec la mienne. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Quand Alexandre est revenu avec le pain, je tenais déjà sa tasse comme si c'était la mienne. Il n'a pas remarqué l'échange. « Merci, mon amour », ai-je dit en prenant le pain qu'il m'offrait. J'ai mordu lentement,
l'observant par-dessus le bord de la tasse, qui était maintenant devant moi. Alexandre a pris sa tasse, en réalité la mienne, et a bu une longue gorgée. Je pouvais à peine respirer, observant chacun de ses mouvements. Les 2 premières minutes ont été une torture. Alexandre a continué à manger normalement, faisant des commentaires sur combien il était heureux d'avoir ce temps ensemble. Je répondais en automatique, mes yeux fixés sur lui. C'est à la 3e minute que j'ai remarqué. Sa main a légèrement tremblé en prenant un autre morceau de pain. Il a cligné des yeux plusieurs fois de suite, comme s'il avait du mal à faire le point. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, ma voix sortant plus aiguë que prévu. « Oui » a-t-il répondu, mais sa voix sonnait étrangement, un peu traînante. Je me sens juste un peu étourdi. À la 4e minute, Alexandre s'est porté la main au front. « Gabriel, je ne me sens vraiment pas bien. » Son visage devenait pâle. Des gouttes de sueur commençaient à se former sur son front. Il a essayé de se lever, mais ses jambes ont flanché. « Alexandre !» ai-je crié en sautant de ma chaise et en courant vers lui. C'est là que c'est arrivé. Ses yeux se sont révulsés et tout son corps a commencé à convulser. Il est tombé de la chaise en heurtant violemment le sol. Ses membres se contractaient violemment. De l'écume commençait à se former aux commissures de ses lèvres. J'étais paralysée, mon cerveau incapable de traiter ce que je voyais. Mon mari, l'homme avec qui j'avais vécu pendant 12 ans, était au sol en train de faire une convulsion. Et je savais, avec une certitude absolue et terrifiante, que ce café était pour moi. Marie a couru vers le téléphone. Je vais appeler l'ambulance. Mais pendant qu'elle composait le numéro, elle s'est tournée vers moi et nos regards se sont croisés. Dans ce regard, j'ai vu la confirmation. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, Marie savait exactement ce qu'Alexandre avait prévu de me faire. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. L'ambulance est arrivée en un temps record, mais pour moi, cela a semblé une éternité. Je suis restée agenouillée à côté d'Alexandre, observant son corps trembler de manière incontrôlable. Cet homme avait tenté de me tuer. Les ambulanciers l'ont stabilisé et l'ont emmené d'urgence à l'hôpital américain de Paris. Je l'ai suivi dans l'ambulance, assise en silence. Marie avait insisté pour venir avec nous. Cette femme que je connaissais à peine venait de me sauver la vie. À l'hôpital, Alexandre a été emmené directement aux urgences. J'ai été conduite dans une salle d'attente froide. Marie s'est assise à mes côtés. « Madame Gabriel » a-t-elle dit doucement, « je dois vous raconter certaines choses, des choses que j'aurais dû vous dire il y a des semaines. Comment savais-tu pour le café ?» Marie a pris une profonde inspiration. « Je l'ai vu mettre quelque chose dans votre café. Ce n'était pas la première fois. Mon estomac s'est retourné. Que veux-tu dire ? Monsieur Alexandre a mis quelque chose dans votre café tous les matins depuis presque 1 mois, mais toujours en petite dose. Aujourd'hui, il en a mis beaucoup plus. Je savais que cette fois, ce serait fatal. 1 mois. Alexandre m'avait empoisonné lentement pendant 1 mois entier. Soudain, tout a eu un sens. Les maux de tête constants, les nausées matinales, la fatigue inexplicable. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? J'avais peur. Peur que vous ne me croyiez pas. Peur que monsieur Alexandre le découvre. Il m'a menacé de me renvoyer plusieurs fois. J'avais besoin de preuves avant de dire quoi que ce soit. Et tu as ces preuves ? Elle a hoché la tête. J'ai pris des photos de lui en train de préparer votre café. Et il y a plus. J'ai trouvé des choses dans son bureau, des documents. Un médecin est apparu à la porte. « Madame Marchand, je suis le docteur Bernard. Puis-je vous parler en privé ?» Quand nous sommes restés seuls, il s'est assis à mes côtés. « Votre mari est stable, mais grave. Les examens préliminaires montrent des niveaux extrêmement élevés d'arsenic dans son organisme. »« De l'arsenic ?» ai-je répété d'une voix faible. « Oui, une dose qui aurait été fatale si nous n'avions pas agi rapidement. »« Madame Marchand, avez-vous une idée de comment votre mari aurait pu ingérer de l'arsenic ?» Les mots sont sortis avant que je ne puisse y réfléchir. Ce café était pour moi. Je lui ai tout raconté. Comment Alexandre avait préparé le café spécialement pour moi, l'avertissement de Marie, l'échange des tasses. « Madame Marchand, c'est très grave.
Je vais devoir notifier le procureur de la République. Si ce que vous dites est vrai, votre mari a tenté de vous empoisonner. Et vous, comment vous sentez-vous? Je me suis senti mal depuis quelques semaines. Maux de tête, vertige, fatigue extrême. Nous devons vous faire des examens aussi. Vous pourriez avoir des niveaux dangereux du poison accumulés dans votre organisme. Pendant les analyses de sang, j'essayais de tout assimiler. Une vie qui semblait parfaite. Tout cela était un mensonge. Quand je suis revenu dans la salle d'attente, Marie était là avec 2 agents de la police judiciaire. Madame Marchand, je suis l'inspecteur Rousseau et voici l'inspecteur Leblanc. L'hôpital nous a informés de la situation. Nous avons passé l'heure suivante dans une salle privée où j'ai tout raconté. Marie a montré aux inspecteurs les photos qu'elle avait prises d'Alexandre en train de préparer mon café. De quand datent ces photos? Des 3 dernières semaines. J'ai commencé à tout documenter quand j'ai remarqué le schéma. Et ces documents que vous avez mentionnés? Marie a sorti de son sac une enveloppe épaisse. J'ai trouvé ça caché dans le tiroir fermé à clé de son bureau. L'inspecteur Leblanc a ouvert l'enveloppe et a commencé à examiner le contenu. Madame Marchand, votre mari a souscrit une assurance vie à votre nom il y a 6 mois. 500 000 € avec lui comme unique bénéficiaire. 500 000 €. Alexandre m'avait mise à prix à 500 000 €. Il y a plus. Il a transféré de grandes quantités du compte joint vers des comptes personnels. Plus de 75 000 € ces 4 derniers mois. Il y a aussi ce qui semble être un second testament non encore signé, où il lègue tout à une femme nommée Valérie Dupont. Connaissez-vous ce nom? Le nom m'était vaguement familier. Elle travaille au bureau de Monsieur Alexandre, a dit Marie doucement. Elle vient à la maison parfois pour déposer des documents. La trahison en couche. Ce n'était pas seulement la tentative de meurtre, c'était l'argent volé, l'assurance vie frauduleuse, l'autre femme. Combien de mensonges peut-on cacher dans 12 ans de mariage? Les résultats de mes examens sont revenus le lendemain. Comme le docteur Bernard le soupçonnait, j'avais des niveaux significatifs d'arsenic dans mon système. Pas assez pour être immédiatement fatal, mais suffisamment pour expliquer tous les symptômes que j'avais eus. Si Alexandre avait continué l'empoisonnement graduel pendant quelques semaines de plus, même sans la dose fatale de ce matin-là, je serais probablement morte d'une insuffisance d'organes multiples. J'ai commencé le traitement de chélation immédiatement. C'était un processus douloureux et épuisant, mais nécessaire pour retirer le poison de mon corps. Pendant ce temps, l'enquête policière s'approfondissait, révélant couche après couche de mensonges et de planification méticuleuse. La maison a été inspectée par les experts de la police scientifique. Ils ont trouvé le flacon d'arsenic caché au fond d'un tiroir du bureau d'Alexandre, déguisé en complément vitaminique. Ils ont aussi trouvé un second ordinateur caché dans son dressing, qui contenait des mois de courriels échangés entre lui et Valérie Dupont. Quand l'inspecteur Leblanc m'a montré certains de ces courriels, j'ai eu l'impression de lire sur la vie d'une étrangère. Ce ne pouvait pas être mon mari qui écrivait ces choses sur moi. Elle est plus faible chaque jour, disait un courriel d'il y a 3 semaines. Elle arrive à peine à sortir du lit les week-ends. Ça ne va plus tarder maintenant, mon amour. J'ai hâte qu'on se débarrasse d'elle, avait répondu Valérie. On sera tellement heureux ensemble. Toi, moi et Sophie. On sera la famille parfaite. La famille parfaite. Il voulait voler ma vie, littéralement. Mon mari, ma fille, ma maison, mon argent. Tout planifié avec une froideur qui me donnait la nausée. Ce qui m'a le plus blessée, c'est de découvrir que Valérie avait créé un faux profil sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour la mère de Sophie. Il y avait des photos de ma fille, des photos qu'Alexandre avait prises, avec des légendes comme « ma petite princesse » et « j'adore être ta maman ». Elle répétait le rôle de ma remplaçante pendant que j'étais encore en vie. Quand j'ai montré cela à l'inspecteur Leblanc, elle a secoué la tête avec dégoût. « Cela montre une préméditation claire », a-t-elle dit. « Il ne planifia pas seulement de vous tuer, il planifiait d'assumer votre vie entière. » Alexandre est resté à l'hôpital pendant 1 semaine avant d'être transféré à la maison d'arrêt de la santé. Il a survécu, bien que les médecins aient dit qu'il aurait des dommages permanents aux reins et au foie. Justice poétique, ai-je pensé. Il avait tenté de m'empoisonner petit à petit, et maintenant son propre corps était empoisonné. Pendant tout ce temps, j'ai gardé Sophie loin de tout.
Ma mère l'a emmenée chez elle à Fontainebleau en inventant une excuse sur un voyage de dernière minute. Sophie n'avait que 8 ans. Elle n'avait pas besoin de savoir encore que son papa était un monstre. Mais je savais qu'éventuellement, je devrais lui dire. Cette conversation me hantait toutes les nuits, pendant que j'essayais de dormir. Marie a continué à vivre avec nous, bien que j'ai insisté pour qu'elle n'ait plus besoin de travailler comme employée. Elle était devenue quelque chose comme une amie, une alliée dans ce cauchemar. Elle connaissait la vérité, avait tout vu se dérouler, et sa présence était étrangement réconfortante. C'est Marie qui m'a parlé de Valérie Dupont. Elle avait fait sa propre enquête, découvrant que Valérie était l'assistante de direction d'Alexandre depuis 2 ans. Ils avaient commencé leur liaison il y a 6 mois, exactement quand Alexandre avait souscrit l'assurance vie à mon nom. « Elle a 28 ans, m'a dit Marie un soir, pendant que nous prenions du thé dans la cuisine. C'était étrange comment ma vie avait changé. Avant, Marie servait le thé. Maintenant, nous étions assis ensemble, comme des égales, unis par le traumatisme partagé. 28 ans, ai-je répété. J'avais 42 ans. Bien sûr qu'Alexandre choisirait quelqu'un de plus jeune. Et elle a des dettes, beaucoup de dettes. Carte de crédit, prêt personnel. La police pense que l'argent faisait partie de la motivation pour elle. L'argent. Tout revenait toujours à l'argent. Alexandre et Valérie ne voulaient pas seulement me voir morte, ils voulaient mes ressources financières. Les 500 000 € de l'assurance vie, plus les actifs que j'avais à mon nom, plus la part d'Alexandre dans l'entreprise que nous gérions ensemble. J'ai calculé mentalement. Il serait sorti avec plus d'1 250 000 € si le plan avait fonctionné. 1 250 000 €. C'était ma valeur marchande apparemment, le prix de ma vie. La police a arrêté Valérie 1 semaine après qu'Alexandre ait été emmené en détention. J'étais là quand c'est arrivé, assise dans une salle d'observation avec miroir sans teint, regardant pendant que les inspecteurs l'interrogeaient. Elle était jolie, je devais l'admettre. De longs cheveux blonds, des yeux verts, un corps mince. Exactement le type de femme qu'Alexandre admirait toujours dans les films et les magazines. Exactement l'opposé de moi, avec mes cheveux châtains courts et mon corps qui n'était jamais complètement revenu à la normale après la grossesse de Sophie. Je ne savais pas qu'il allait l'empoisonner, disait Valérie, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Il m'a dit que Gabriel était malade, que ce n'était qu'une question de temps. Je n'ai jamais imaginé. Des mensonges. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge. Les courriels prouvaient qu'elle savait exactement ce qu'Alexandre faisait. Elle avait même suggéré d'augmenter la dose à une occasion, disant que plus vite ce serait fait, mieux ce serait. « Mademoiselle Dupont, a dit l'inspecteur Leblanc, sa voix froide et professionnelle, nous avons des courriels de vous discutant de l'empoisonnement en détail. Nous avons des messages où vous félicitez Alexandre d'avoir franchi une étape supplémentaire. Nous avons assez de preuves pour vous inculper de complicité de tentative de meurtre. » Le visage de Valérie a pâli. Il m'a forcé. Alexandre m'a menacé. Il a dit qu'il me licencierait, qu'il ruinerait ma réputation si je ne l'aidais pas. Plus de mensonges. Les larmes étaient convaincantes, je l'admets. Mais je connaissais la vérité. Elle n'était pas une victime. Elle était une complice, aussi coupable qu'Alexandre. Quand l'interrogatoire s'est terminé et que Valérie a été emmenée dans une cellule, l'inspecteur Leblanc est venu me parler. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé, sa voix plus douce que je ne l'attendais. Honnêtement, je ne sais pas. La moitié de moi ne croit toujours pas que cela arrive. L'autre moitié veut. J'ai fait une pause, ne sachant pas comment exprimer la rage qui bouillonnait en moi. « De la vengeance » a suggéré Leblanc. « De la justice » ai-je corrigé. « Je veux qu'ils paient pour tout ce qu'ils ont fait, pas seulement à moi, mais à Sophie. Elle va grandir sans père à cause des choix qu'il a faits. Elle devra faire face au fait que son papa a tenté de tuer sa maman. Comment surmonter cela? Le procès a commencé par un matin froid de juillet. Le tribunal judiciaire de Paris était plein. Des journalistes, des curieux, quelques collègues venus montrer leur soutien. Alexandre a été amené menottes au poignet, portant un costume qui ne lui allait plus bien. Il avait maigri en prison. Quand nos regards se sont croisés, j'ai cherché un signe de remords. Je n'ai rien vu d'autre qu'une rage mal dissimulée.
Valérie est entrée séparément, portant une robe sobre gris anthracite. Elle avait l'air jeune et vulnérable, exactement l'image que son avocate voulait projeter. Le procureur, maître François Leroy, a ouvert avec une déclaration dévastatrice. « Mesdames et messieurs les jurés, vous allez entendre parler d'un plan froid et calculé pour assassiner une épouse, une mère, une femme innocente, pour le motif le plus ancien du monde, la cupidité. Alexandre Marchand et Valérie Dupont n'ont pas seulement planifié d'ôter la vie à Gabriel Marchand, ils ont planifié de voler son identité, sa fille, son argent. Il a présenté les preuves méthodiquement. Les photos de Marie, les courriels entre Alexandre et Valérie, les relevés bancaires, l'assurance vie souscrite à mon insu. La preuve la plus marquante a été Marie elle-même. Quand elle est montée à la barre des témoins, il y a eu un silence complet. Je voyais Madame Gabrielle devenir plus faible chaque jour, a témoigné Marie. Elle avait des maux de tête terribles, des nausées constantes, une fatigue qui la laissait au lit pendant des heures. Et je savais ce qui causait cela. Je voyais Monsieur Alexandre mettre le poison dans son café tous les matins. Pourquoi ne lui avez-vous rien dit immédiatement? Parce que j'avais peur. Peur qu'elle ne me croie pas. Peur que Monsieur Alexandre découvre et fasse quelque chose de pire. J'avais besoin de preuves. Ma parole contre la sienne n'aurait pas suffi. L'avocat de la défense a tenté de discréditer Marie. N'est-il pas vrai que vous n'avez été embauché que 6 mois avant l'incident? Comment une employée relativement nouvelle aurait-elle autant accès au prétendu plan de mon client? Marie a gardé son calme. Les employés de maison voient tout, maître. Les gens oublient que nous sommes là. Mais nous prêtons attention, surtout quand nous voyons quelque chose de mal se produire. Quand mon tour de témoigner est venu, j'ai eu l'impression de marcher vers mon propre jugement. Le procureur m'a guidé à travers ce samedi matin. J'ai décrit le café qu'Alexandre avait préparé avec tant de soin, l'avertissement chuchoté de Marie, l'échange des tasses, puis la convulsion d'Alexandre. Comment vous êtes-vous senti quand vous avez réalisé que le café était pour vous? Je me suis senti comme si je tombais, comme si le sol avait disparu sous moi. Une vie que je pensais solide et réelle. Tout révélé comme un mensonge en un seul instant. Le témoignage le plus marquant est venu de l'ex-femme d'Alexandre, une femme nommée Carla. Alexandre a commencé à devenir étrange quelques mois après notre mariage, a-t-elle dit. Contrôlant, possessif. Puis, la manipulation psychologique a commencé, le gaslighting. Il voulait me faire penser que je devenais folle. Carla m'a regardé directement. Le contrôle. Alexandre a besoin d'avoir le contrôle sur tout. Si vous le questionnez, il le voit comme une menace. Et Alexandre élimine les menaces. Valérie a témoigné le lendemain. Son avocate a construit sa défense autour de l'idée que Valérie était une victime d'Alexandre. Mais le procureur a détruit cette narration. Mademoiselle Dupont, j'aimerais que vous lisiez ce courriel que vous avez envoyé à Monsieur Marchand. Valérie a lu avec des mains tremblantes. Mon amour, je pense que tu devrais augmenter la dose. Elle met trop de temps à mourir et j'en ai marre d'attendre. Le tribunal est resté dans un silence complet. Toute sympathie que le jury aurait pu avoir pour Valérie s'est évaporée. Les délibérations n'ont duré que 6 heures. La juge a lu le verdict. Coupable. Coupable sur tous les chefs d'accusation. J'ai regardé Alexandre et j'ai vu son masque finalement tomber. Les verdicts pour Valérie étaient identiques. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. La juge n'a eu aucune pitié. Monsieur Marchand, vous avez trahi de la manière la plus fondamentale possible la confiance de quelqu'un qui vous aimait. Pour ces crimes, je vous condamne à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 15 ans. Valérie a reçu 25 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 12 ans. Quand tout a été terminé, quand Alexandre et Valérie ont été emmenés menottés, j'ai ressenti le vide. J'attendais de ressentir de la victoire, du soulagement, peut-être même de la joie. Mais tout ce que j'ai ressenti était un vide profond. Justice avait été rendue, mais cela ne ramenait pas les années que j'avais perdues dans un mariage basé sur des mensonges. Cela n'effaçait pas le fait que ma fille grandirait sans père. Cela ne guérissait pas la blessure de la trahison qui saignait encore en moi. Dans les mois qui ont suivi, j'ai lentement commencé à reconstruire ma vie. D'abord, je me suis concentrée sur Sophie. Je l'ai ramenée à la maison et j'ai dû avoir la conversation la plus difficile de ma vie. Assise dans sa chambre,
Entourée de ses peluches et de ses posters de princesse, je lui ai expliqué ce que son père avait fait. « Maman, où est papa ?» a-t-elle demandé, ses yeux marrons me regardant avec une maturité qui me brisait le cœur. Grand-mère a dit qu'il voyageait pour le travail, mais ça fait longtemps maintenant. J'ai pris une profonde inspiration. « Sophie, ma chérie, je dois te parler de quelque chose de très sérieux. Ton papa, il a fait des choses très mauvaises, des choses qui ont blessé maman. » Ses yeux se sont écarquillés. « Il t'a frappé ?»« Non, ma chérie, c'était pire que ça. Il a essayé de me faire du mal d'une manière qui aurait pu m'éloigner de toi pour toujours. J'ai vu le moment où elle a compris. » Ses petites mains ont serré la peluche qu'elle tenait, ses yeux se remplissant de larmes. « Papa voulait que tu meures. Sa voix était si petite, si brisée. Oui, mon amour, il voulait. » Sophie a éclaté en sanglots et je l'ai attirée dans mes bras, sentant mon propre cœur se déchirer. Elle a pleuré pendant presque 1 heure, posant des questions auxquelles j'ai répondu du mieux que je pouvais, étant honnête, mais essayant de ne pas détruire complètement l'image qu'elle avait de son père. Sophie a commencé la thérapie. Les sessions l'aidaient, mais elle avait encore des moments difficiles. Des nuits où elle se réveillait en pleurant, des jours où elle s'accrochait à moi avec la peur que je disparaisse aussi. Marie est devenue plus qu'une employée, ou même une amie. Elle est devenue famille, la tante choisie de Sophie, la personne qui avait sauvé la vie de maman. Sophie l'adorait, et Marie lui rendait cette affection avec une tendresse qui me rappelait qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Pendant ce temps, l'enquête a révélé encore plus de vols. Alexandre avait détourné 250 000 € de notre entreprise sur plus d'1 an. Il avait créé de faux fournisseurs, gonflé des dépenses, transféré des fonds vers des comptes à l'étranger. J'ai dû rencontrer les autres associés de l'entreprise pour expliquer la situation. C'était humiliant d'admettre que je n'avais pas remarqué ce que mon propre mari faisait, mais ils ont été étonnamment compréhensifs. L'entreprise qu'Alexandre et moi avions construite ensemble pendant 10 ans était maintenant juste la mienne. Cela aurait dû être un moment de victoire, mais tout ce que j'ai ressenti était du vide. Tout était contaminé par ces mensonges. Sans Alexandre pour détourner des fonds ou saboter des décisions, j'ai réussi à mettre en œuvre des changements que j'avais toujours voulu faire. J'ai embauché plus de femmes à des postes de direction. J'ai mis en place des politiques de travail flexibles pour les parents. J'ai augmenté les investissements dans la technologie durable. 3 ans après le procès, l'entreprise avait cru de 40%. Je ne reconstruisais plus. Je construisais quelque chose de nouveau et de meilleur. J'ai aussi commencé à parler publiquement de mon expérience. D'abord timidement dans des groupes de soutien pour victimes de violences domestiques, puis dans des conférences plus grandes sur l'abus psychologique et le gaslighting. Chaque fois que je racontais mon histoire, je voyais la reconnaissance dans les yeux d'autres femmes. Elles aussi avaient été empoisonnées, si ce n'est physiquement, alors émotionnellement. Elles avaient été manipulées, amenées à douter d'elles-mêmes. Entendre qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles pouvaient survivre et prospérer, semblait leur donner de l'espoir. J'ai utilisé l'argent récupéré des comptes frauduleux d'Alexandre pour créer une fondation de soutien aux victimes d'empoisonnement domestique et d'abus financiers. La Fondation Gabriel avait pour but de fournir des ressources juridiques, médicales et psychologiques aux femmes dans des situations similaires à la mienne. Marie est devenue la directrice exécutive de la Fondation, utilisant son expérience et son empathie naturelle pour se connecter avec les victimes que nous aidions. 4 ans après cette matinée de samedi qui avait tout changé, j'ai reçu une lettre de la prison. C'était d'Alexandre. Je suis restée à regarder l'enveloppe pendant presque 1 heure avant de décider de l'ouvrir. Une partie de moi voulait la brûler, détruire toute tentative de sa part de revenir dans ma vie. Mais une autre partie, celle qui cherchait encore à comprendre, avait besoin de savoir ce qu'il avait à dire. La lettre était étonnamment courte. « Gabriel, je sais que je ne mérite pas ton temps ni ton attention. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais j'ai besoin que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je regrette. Pas à cause de la prison, pas à cause d'avoir été attrapé, mais à cause de ce que je vous ai fait à toi et à Sophie. Tu méritais bien mieux qu'un mari qui t'a trahi de la pire manière possible. Sophie méritait un père qui l'aimait plus qu'il n'aimait l'argent. Je ne demande pas de pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes un jour pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Honnêtement, je ne le comprends pas complètement moi-même.
Je voulais juste que tu saches que tu as gagné. Pas seulement au tribunal, mais en tout. Tu as pris les morceaux brisés de ta vie et tu as construit quelque chose de meilleur. J'ai entendu parler de ta fondation, de comment tu aides d'autres femmes. C'est plus que je n'aurais jamais pu accomplir, même avec tout l'argent que j'ai essayé de te voler. Je sais que je ne reverrai jamais Sophie. Je sais qu'elle ne se souvient probablement même pas de moi, ou se souvient seulement des mauvaises parties. C'est ce que je mérite. Mais si un jour elle pose des questions sur moi, dis-lui s'il te plaît que son papa l'aimait. Même quand je faisais des choses terribles, même quand j'avais perdu tout sens de la moralité, cette partie était réelle. Prends soin de toi, Gabriel, et merci d'une manière étrange de m'avoir sauvé aussi. Si tu n'avais pas échangé ces tasses, je t'aurais tué et j'aurais dû vivre avec ça pour le reste de ma vie. Au moins maintenant, j'ai la chance de devenir quelque chose de meilleur. Alexandre. J'ai laissé tomber la lettre sur mes genoux, des sentiments contradictoires m'inondant. Étaient-ce des excuses sincères ou juste une autre manipulation? Une dernière tentative d'Alexandre de contrôler le récit? J'ai choisi de ne pas répondre, pas par rage ou haine, mais simplement parce que je n'avais plus rien à lui dire. Cette même année, Sophie a eu 12 ans. Nous avons fait une petite fête, juste la famille proche et des amis. Marie était là, bien sûr, avec ma mère, quelques camarades de classe de Sophie et quelques employés de la fondation qui étaient devenus une partie de notre famille élargie. Pendant que je regardais Sophie rire avec ses amis, souffler les bougies de son gâteau, faire des plans pour l'avenir, j'ai réalisé quelque chose. Alexandre avait tout raté. Il avait raté la chance de voir sa fille grandir, d'être témoin de ses triomphes et de la consoler dans ses échecs. Il avait choisi l'argent plutôt qu'elle, et maintenant il payait le prix tous les jours, dans une cellule de prison. C'était la vraie justice, pas la sentence de la juge ou les années de prison, mais la connaissance qu'il avait gaspillé quelque chose de précieux pour quelque chose d'aussi vide que la cupidité. 6 ans après l'empoisonnement, j'ai trouvé la paix d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Ce n'était pas un moment dramatique de révélation ou de guérison. C'était graduel, comme le soleil se levant lentement sur l'horizon. Un jour, j'ai simplement remarqué qu'une semaine entière s'était écoulée sans que je pense à Alexandre. Puis 1 mois, puis plusieurs mois. Ma vie n'était plus définie par sa trahison. Elle était définie par mes choix, par les vies que la Fondation touchait, par la relation profonde et vraie que j'avais avec Sophie et Marie, par l'entreprise que j'avais construite, par la force que j'avais trouvée en moi-même. J'ai même recommencé à avoir des rendez-vous, quelque chose que je pensais ne jamais faire. C'était terrifiant au début, faire suffisamment confiance à quelqu'un pour le laisser entrer dans ma vie. Mais j'ai découvert que c'était possible. Possible d'aimer sans se perdre soi-même, de faire confiance sans être naïve, d'ouvrir son cœur sans le rendre vulnérable à la destruction. Son nom était Thomas, un avocat que j'avais rencontré à travers la Fondation. Il avait travaillé sur plusieurs de nos dossiers bénévolement et m'avait impressionné par sa dévotion et sa compassion sincère. Il n'était pas comme Alexandre. Il n'était pas charmeur ou lisse, il ne faisait pas de grands gestes romantiques, mais il était honnête, constant, et quand il me regardait, il voyait qui j'étais vraiment, pas qui il voulait que je sois. « Tu es sûre de cela ?» m'a demandé Marie quand je lui ai parlé de Thomas. « Pas à cause de lui, mais pour toi. Es-tu prête ?» Je ne sais pas si je serai un jour complètement prête, ai-je admis, mais je ne peux pas laisser ce qu'Alexandre a fait m'empêcher de vivre. Je ne vais pas lui donner ce pouvoir sur moi. Thomas connaissait mon histoire, bien sûr. Tout le monde la connaissait. Elle avait été largement couverte par les médias. Mais il ne m'a jamais traitée comme une victime. Il me traitait comme une survivante, comme une guerrière, comme une femme complète avec sa propre force. Notre relation s'est développée lentement, prudemment. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression. Juste 2 êtres humains blessés, apprenant à faire confiance à nouveau. Il avait aussi ses propres cicatrices d'un précédent mariage qui s'était mal terminé. Sophie l'a tout de suite apprécié, ce qui était surprenant, étant donné à quel point elle était devenue protectrice envers moi. Mais Thomas avait un don avec les enfants, les traitant comme des personnes réelles avec des opinions valables. Il demandait à Sophie ses intérêts, écoutait vraiment ses réponses. Il n'a jamais essayé d'être un substitut au père qu'elle avait perdu. Maman
m'a dit Sophie un soir, après que Thomas soit rentré chez lui après le dîner, tu as l'air heureuse quand tu es avec lui. Je suis heureuse, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Il me rend heureuse. 2 ans après avoir rencontré Thomas, il m'a demandé en mariage. C'était simple, sans drame, exactement comme je le voulais. Juste nous deux lors d'une promenade dans le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. « Gabriel », a-t-il dit en s'arrêtant près d'un lac tranquille, « je sais que tu as des raisons d'être prudente avec le mariage. Je sais que ton dernier mari a trahi ta confiance de la pire manière possible. Je ne vais pas te promettre que je ne te décevrai jamais, parce que nous sommes humains et les humains font des erreurs. Mais je promets que je ne te mentirai jamais, que je ne te blesserai jamais intentionnellement et que je te respecterai toujours comme la femme incroyable que tu es. » Il s'est agenouillé, sortant une boîte simple de sa poche. « Gabriel Marchand, me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» J'ai regardé cet homme qui avait prouvé pendant 2 ans que ses mots signifiaient quelque chose, que ses actions correspondaient à ses promesses, et j'ai réalisé que j'étais prête à essayer à nouveau. « Oui, » ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. « Oui, je vais t'épouser. » Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, lors d'une cérémonie petite et intime. Sophie était ma demoiselle d'honneur. Marie était témoin. Ma mère a pleuré des larmes de joie, heureuse de me voir trouver l'amour à nouveau après tout ce que j'avais traversé. Alexandre était toujours en prison, en train de purger sa peine. J'ai entendu à travers la fondation qu'il était devenu un prisonnier modèle, travaillant à la bibliothèque de la prison, conseillant d'autres détenus sur des décisions financières. Apparemment, il avait trouvé une sorte de rédemption, ou au moins il faisait un bon travail en faisant semblant. Cela ne m'importait pas. Il faisait partie de mon passé, une histoire que je racontais pour aider d'autres personnes, mais plus l'histoire qui définissait qui j'étais. Maintenant, des années après ce samedi matin qui avait changé ma vie, je peux dire que j'ai trouvé quelque chose que je ne pensais jamais possible. La paix, le bonheur, un amour authentique et sain. Sophie est devenue une jeune fille forte et compatissante qui veut devenir avocate pour défendre les victimes. Marie est devenue la grand-mère choisie que Sophie n'a jamais eue. La Fondation Gabriel a aidé des centaines de femmes à échapper à des situations abusives et à reconstruire leur vie. Et moi, je ne suis plus définie par ce qu'Alexandre m'a fait. Je suis définie par ce que j'ai fait après, par la force que j'ai trouvée en moi, par les vies que j'ai touchées, par l'amour que j'ai choisi de donner malgré la trahison que j'ai subie. Alexandre voulait me détruire, mais il a échoué. Non seulement j'ai survécu, mais j'ai prospéré. Et c'est la plus belle victoire de toutes. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.